Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Voici les titres de l'actualité. La réorganisation de la lutte antiterroriste au Mali se précise. Le recours aux mercenaires russes du groupe Wagner devient de plus en plus explicite alors que la France annonçait en juin dernier la fin de l'opération Barkhane lancée en 2014. Quelle stratégie pour assurer la relance du tourisme au Niger? La question a fait l'objet d'une réflexion à la 41e journée mondiale du tourisme qui s'est tenue à Abidjan en Côte d'Ivoire le 27 septembre. En plus de la pandémie de Covid-19, le pays doit également faire face aux défis sécuritaires. Et le secrétaire général permanent du Forum des souverains et leaders traditionnels d'Afrique, Sa Majesté Tchifizier Jean Gervais, le roi David, 263e roi couronné à Aksum en Éthiopie, après Haïlé Sélassie, sera notre invité. Nous aborderons notamment la prévention des crises électorales en Afrique. Le discours du Premier ministre malien Choguel Maïga à la 76e Assemblée générale de l'ONU continue de faire couler beaucoup d'encre. Le possible recours à des forces étrangères pour lutter contre le terrorisme, tel que le groupe russe Wagner, même si aucun nom n'a été cité, n'est pas du goût de tous, et notamment de la France, qui avait annoncé en juin dernier la fin de l'opération Barkhane lancée en 2014. Plus de détails avec Roberto Bogbe. Ce qui jusqu'ici comportait encore des zones d'ombre semble aujourd'hui plus clair pour les observateurs de la scène internationale. Le Mali a trouvé une alternative à la force Barkhane. Son nom, Wagner, une société militaire privée russe. À la tribune de la 76e session de l'Assemblée générale des Nations unies qui s'est refermée ce 27 septembre, Sergueï Lavrov, ministre russe des Affaires étrangères, confirmait la prise de contact entre le groupe Wagner et le gouvernement de transition malien. Au-delà même de cette question, de la présence de cette société militaire privée russe, il s'agit d'un combat géopolitique international. Déjà, la France a déjà perdu quasiment la Centrafrique. Beaucoup d'analystes sécurité au Mali estiment que les 6 milliards qui seront payés comme redevance mensuelle à cette force d'élite russe pourraient servir à équiper les forces armées maliennes pendant longtemps, qui sont restées des forces démotivées, sous-équipées. Donc voilà autant de questions que cela suscite en tant que tel, surtout que Wagner ne devient pas en tant qu'unité combattante, mais plutôt en tant qu'entité d'instruction. Alliée de la lutte antiterroriste au Sahel et présente au Mali depuis 2013, la France, qui ne valide pas cette alternative des autorités maliennes, a averti le 29 septembre à travers Florence Parly, son ministre des Armées, que le Mali perdrait le soutien de la communauté internationale et abandonnerait des pans entiers de sa souveraineté s'il avait recours à la société privée russe Wagner. Il est évident que c'est une confrontation indirecte entre la France et la Russie. Il y a eu les antécédents en Centrafrique et l'antécédent actuel au Mali. Déjà, la France avait déjà perdu la confrontation dans la gestion de la crise libyenne face à la Russie, qui a fortement soutenu le maréchal Khalifa Haftar, et également sur d'autres opérations militaires, notamment en Syrie. Donc la France aujourd'hui, dans le cadre de sa diplomatie, dans le cadre de sa grandeur, est dans une approche de dernier recours par rapport à cette question de la présence de cette société militaire privée russe au Mali. Le Premier ministre Choguel Maïga assure qu'il n'existe pas de sentiment anti-MINUSMA au Mali, pas plus qu'il n'existe de sentiment anti-français. Jusqu'ici, ce pays du Sahel reste régulièrement endeuillé par des attentats islamistes. À travers les initiatives qui se multiplient à l'instar de l'ouverture prochaine d'une école de guerre, l'objectif visé reste un retour à la normale. Et après Florence Parly, ministre française des Armées, c'est au tour du président français Emmanuel Macron de réagir à cette situation. Le chef de l'État français a qualifié ce 30 septembre de honte les accusations d'abandon en plein vol du Mali par la France. Des propos tenus par le Premier ministre malien de transition, Choguel Maïga, à la tribune de l'ONU. Pour Emmanuel Macron, ces propos restent inacceptables. Ce dernier a d'ailleurs affirmé ne rien attendre de l'actuel pouvoir malien, à part le respect de la tenue des élections prévues pour février 2022. Une opportunité pour que l'Afrique échange avec l'Afrique. C'est le but de la 2e édition de la foire commerciale intra-africaine qui se tiendra à Durban en Afrique du Sud du 15 au 21 novembre.
En prélude à la tenue de cet événement, une tournée de sensibilisation dans le milieu des affaires a été lancée dans différents pays. Objectif affiché, assurer la rentabilité de la prochaine foire commerciale. Les explications de Marie-Raphaël Antolo. Pour la tenue de la deuxième édition de la foire commerciale intra-africaine qui se tiendra à Durban en Afrique du Sud le 15 et 21 novembre 2021, les organisateurs tablent sur une rentabilité de 40 milliards de dollars, soit 8 milliards de plus que l'édition précédente. Pour y arriver, une plateforme pour promouvoir le commerce dans le cadre de la ZLECAf, mais également les opportunités de commerce pour les petites et moyennes entreprises africaines sera mise en place. Une première pour ce festival économique qui se tient pour la deuxième fois dans le continent. Cette année à Durban, nous n'aurons pas seulement la foire commerciale, mais aussi une plateforme de commerce et d'investissement. Nous prévoyons également une plateforme interactive en ligne qui reproduit l'événement physique. Parmi les innovations, nous comptons également l'Afrique créative, qui est une plateforme qui supporte la créativité africaine et cela profitera à la branche jeune. Il y a d'énormes talents en Afrique dans les domaines de la musique, du film, des chefs-d'œuvre, de la mode et même du sport. Arts and craft, fashion and even sports. En plus d'être une plateforme d'échange, la foire va réunir les acheteurs et vendeurs exclusivement africains. L'objectif, partager des informations sur le commerce, les investissements et les marchés. Par ailleurs, des discussions seront menées sur des solutions de financement et de facilitation du commerce intra-africain, mais aussi sur l'intégration économique du continent afin d'instruire les petites et moyennes entreprises sur les normes en vigueur pour des échanges avec d'autres pays. We also have an auto show, automotive industry show, and then we also have in the trade fair. Nous avons également un salon de l'automobile et une start-up jeune qui cible la jeunesse africaine. C'est de notre point de vue que les échanges de l'Afrique se font avec l'Afrique. Quelquefois, nous entendons parler du fait que l'Afrique et d'autres pays viennent ensemble. Ces pays, par ailleurs, promeut les investissements et opportunités pour les affaires dans leur pays et avec leur pays. La foire est donc une opportunité pour que l'Afrique échange avec l'Afrique. En prélude à la tenue de la foire commerciale intra-africaine, les organisateurs Afreximbank ont organisé à l'attention des commerçants africains qui seront partie prenante à cette foire des missions de sensibilisation. Il est question de donner les outils à ces derniers de bien rentabiliser leur participation à la foire. Rappelons que cette deuxième édition de la foire commerciale intra-africaine est organisée par la Banque africaine d'import-export Afreximbank en collaboration avec l'Union africaine et le secrétariat de la zone de libre-échange continentale africaine. La 41e journée mondiale du tourisme célébrée le 27 septembre à Abidjan en Côte d'Ivoire a fait l'objet de nombreuses réflexions, des réflexions pour assurer la relance du tourisme post-Covid notamment. C'est l'une des problématiques à laquelle est confronté le Niger qui doit faire face à des défis sécuritaires en plus de la pandémie de Covid-19. Les autorités ont donc décidé de miser sur le développement du tourisme intérieur pour relancer le secteur. Un sujet de Amenedge. Le tourisme mondial réaffirme sa volonté de faire du secteur un pilier de la croissance inclusive en Afrique. Lors des célébrations officielles de la Journée mondiale du tourisme 2021 à Abidjan, en Côte d'Ivoire, des dirigeants politiques et chefs d'entreprise se sont réunis autour d'un message de solidarité. Au même titre que les pays participants, le Niger reste conscient de l'importance de l'innovation, des investissements ciblés et du renforcement des partenariats publics-privés pour un secteur touristique plus épanoui. Le tourisme représente à peu près 7% du PIB au Niger. On n'a pas baissé les bras. L'État a pris les mesures. On a vacciné en masse. Le Niger fait partie des quelques rares pays où vraiment le taux du Covid est le plus bas. On a su vraiment mettre les barrières et nous sommes en train donc de développer le tourisme intérieur et aussi le tourisme des conférences. L'amélioration de la situation sécuritaire au Sahel est un préalable au retour du tourisme. Pour rappel, la totalité du territoire nigérien, à l'exception de la capitale Niamey, a été classée en zone rouge par le Quai d'Orsay après une attaque le 9 août dans laquelle 6 Français ont trouvé la mort. Les risques avérés dans ces zones sont incompatibles avec le tourisme selon les observateurs.
Mais les autorités du pays rassurent puisqu'elles estiment avoir consenti des efforts et investissements considérables sur le plan sécuritaire. Pour le côté sécuritaire, nous ne sommes pas les seuls. Il y a plusieurs pays qui sont dans notre cas, surtout les pays du Sahel. Donc nous avons su renforcer la sécurité et nous avons choisi certaines zones les plus sûres où vraiment on a investi beaucoup là-dessus et que les touristes peuvent aller en toute liberté, en toute sécurité les visiter. En 2006, les seules arrivées de touristes comptabilisées à l'aéroport international d'Agadez, environ 5000 personnes, auraient rapporté près de 9 milliards de francs CFA à l'économie locale. Des résultats qui auraient pu être plus importants avec un investissement et la promotion du secteur plus prononcée dans d'autres régions du Niger. Il a été sacré roi David en septembre 2019 en Éthiopie. Il est 263e roi couronné à Aksum en Éthiopie après Haïlé Sélassie. Il est désormais présenté comme le leader des rois traditionnels d'Afrique et le secrétaire général permanent du Forum des souverains et des chefs traditionnels d'Afrique. C'est aussi l'un des 36 lauréats de l'édition 2020 du Prix africain du développement. Il s'agit de Sa Majesté Tifi Jean Gervais, le roi David. Bienvenue. Alors, vous venez de signer à Bruxelles un mémorandum sur la prévention des crises électorales en Afrique. En quoi cela consiste-t-il? Merci. L'Afrique souffre de ce manque de démocratie par simple culture. Et aujourd'hui, il est question d'apporter, en plus de la diplomatie moderne, que la diplomatie traditionnelle s'y mêle pour faire de la prévention des conflits. Vous savez, nous sommes dans tous les villages et dans nos villages, la démocratie n'est pas vraiment ancrée. Et notre rôle, après avoir été reconnu par les États, nous devons faire de la sensibilisation pour former nos populations sur ce que c'est que la démocratie, pour aider notre continent à retrouver la paix sur tous les territoires. Quel est votre avis sur le syndrome du troisième mandat dont souffrent certains dirigeants africains? Bon, moi, je pense que nous avons notre sociologie. La sociologie africaine part d'abord, la base, c'est la chefferie, la royauté. Et donc, c'est un syndrome naturel. Mais ce que je peux dire à ce niveau, ce n'est pas les quantités des années que les gens font au pouvoir qui peuvent nuire. Ce qui peut nuire, c'est que nous ne comprenons pas ce que c'est que la démocratie. Nous confondons tout. Et le plus souvent, quand on a la possibilité de faire changer les choses, l'individualisme, l'égoïsme fait qu'on n'est pas capable de se mettre ensemble pour renverser les choses. Parce que on veut forcément se mettre ensemble pour détruire, mais on ne se met pas ensemble pour construire. Et ça, moi, je ne suis pas d'accord. Parce que l'Afrique, nous avons notre histoire, nous avons notre passé. Et donc, qu'on fasse 3 ans ou 5 ans, si vous voulez venir au pouvoir, mettez-vous ensemble. Quand vous êtes ensemble, le nombre dans la démocratie, c'est les urnes. C'est dans les urnes qu'on change les choses. Ce n'est pas par la force qu'il faut éviter de créer des morts inutiles par égoïsme. Il faut se mettre ensemble. Si on n'est pas d'accord, on présente un candidat contre le candidat qui est au pouvoir. Et on en a vu au Sénégal. Le président Wade était président très puissant, mais quand l'opposition s'est mise ensemble, ils ont gagné. Donc moi, je voudrais que ce soit une école pour toute l'Afrique, qu'on ne prenne pas ça pour faire des guerres civiles, qu'on crée des problèmes. Voilà un peu moi mon avis. Vous avez parlé d'un syndrome naturel, mais syndrome naturel malgré la Constitution qui limite à 2 mandats souvent? Ben, vous savez, moi je pense que les constitutions sont copiées sur l'Occident. Nous avons notre sociologie. Il faut faire très attention. Ce que nous sommes, alors je dirais qu'il faut revoir toutes les constitutions africaines et les adapter à nos valeurs. Vous êtes d'accord donc avec ceux qui décrivent la démocratie actuellement appliquée en Afrique, qui disent que c'est un modèle plutôt occidental qui ne répond pas aux réalités africaines? Ah oui, ça ne répond pas à nos réalités, puisque
au fait, ça nous met des problèmes aujourd'hui. On a vu, je prends l'exemple de la Côte d'Ivoire, où il suffisait tout simplement que tous les opposants se mettent ensemble et puis ils allaient gagner. Mais il fallait faire... qu'est-ce qu'ils ont fait? Se casser, mettre des pneus dans les rues, il y a eu beaucoup de morts. C'est pas normal. L'égoïsme, il faut éviter, il faut savoir conjuguer pour qu'on puisse avoir la paix. Ça veut dire, mettez-vous ensemble pour avoir la force. Et comme ça, vous pouvez prendre le pouvoir. Mais ce n'est pas en faisant les manifestations qui causent des morts qu'on pense qu'on peut valoriser la démocratie. Et c'est ça notre rôle aujourd'hui, de pouvoir sensibiliser la population pour qu'ils comprennent que la démocratie, ce n'est pas une question de « il est de ma région » ou bien c'est mon cousin, ou bien la démocratie, c'est vrai que ce n'est pas notre culture, mais puisqu'on veut le faire, il faut bien le faire. Donc nous allons former désormais nos populations à comprendre que la démocratie, ce n'est pas la personne, mais c'est le programme que la personne présente qu'il faut regarder. Qu'est-ce qu'il apporte à la société? Voilà. Je pense que... En tant que représentant de chefs traditionnels, quel est votre regard sur les coups d'État orchestrés par les juntes militaires? Je pense notamment au Mali et en Guinée. Vous savez, moi, je ne cautionne pas les coups d'État. Je suis contre la violence. Et je pense que la seule chose que je conseille au peuple africain, c'est de savoir se mettre ensemble quand il s'agit d'aller pour remplacer un chef d'État. Il n'est pas question de faire que le sang coule. Il n'est pas question qu'on fasse... je suis contre la violence, excusez-moi. Je pense qu'il faut trouver d'autres mécanismes. Et ce mécanisme que je propose, c'est que quand on est des opposants, qu'on a au moins 10 partis d'opposition, mais mettez-vous ensemble, choisissez un seul et vous allez le battre. Mais là, en l'occurrence, c'était à cause du 3e mandat du président Alpha Condé. Oui, mais sur ça, moi, je pense que c'est parce que le mandat, c'est parce qu'il y a eu élection. Mais pendant l'élection, est-ce que l'opposition a fait bloc pour choisir un seul candidat? Il aurait gagné. C'est ce qui a fait défaut, selon vous? Voilà. L'année 2021 a été décrétée l'année de la Guinée équatoriale par le Forum des souverains et leaders traditionnels d'Afrique. Pourquoi ce choix? Vous savez, quand on regarde dans l'histoire, la Guinée équatoriale, il y a de cela 15 ans, était un pays, le dernier des pays dans le monde. Mais quand on regarde un peu aujourd'hui, la Guinée équatoriale est comparée à des pays en voie de développement. Moi, je pense qu'il faut, au lieu que le monde ait un regard qui n'encourage pas le développement, il vaut mieux encourager les chefs d'État qui font de sorte que l'environnement de la prospérité se voit dans l'environnement de la nation. Parce qu'il y a des pays qui sont riches et qui sont pauvres. Et donc, lorsque nous voyons que l'investissement permet quand même de voir que l'environnement s'améliore, il faut encourager. Et nous avons décidé. Vous savez que chaque 2 ans, désormais, un pays africain sera choisi. Et nous allons appeler les bailleurs de fonds, les investisseurs, pour apporter un plus à ce qui a été déjà fait. C'est comme ça qu'on peut développer l'Afrique. Parce qu'on peut prendre les exemples comme le président Félix Houphouët-Boigny qui a développé la Côte d'Ivoire. Chaque année, il choisissait une région de la Côte d'Ivoire où on faisait tous les travaux, on faisait les routes, on embellissait la ville pour faire la fête. Moi, je pense qu'il faut voir aussi dans le passé ce qui est bien et le faire aujourd'hui parce qu'il n'y a personne qui peut penser à comment développer l'Afrique dans sa globalité. Chaque pays se développe. Mais nous, en tant que leader traditionnel continental, notre rôle, c'est de voir comment apporter notre contribution dans le développement de ces pays-là pour aider à réduire le départ de nos enfants vers l'Europe et à les intégrer.
à les intégrer et à pouvoir, en tout cas, améliorer la vie et les conditions de vie de nos populations. Merci, Sa Majesté Tchifizier Jean Gervais, le roi David, d'avoir répondu à notre invitation. Merci. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Africa 24.